Get your tickets now for the Dog Stars. It's no surprise how fast civilization can disappear. Out there, it's kill or be killed. Jacob Elordi. There are people out there. They need our help. Josh Brolin. Shoot first and inquire afterwards. Margaret Qualley. Okay, tough guy. And Guy Pearce. Arm up! The Dog Stars, directed by Ridley Scott, in theaters August 28th. Get tickets now. Rated R. Under 17, not admitted without parents. Late night bites with friends? Already hard to beat. That first too hot bite of fries you couldn't wait for, followed by ice cold Pepsi. Now that hits different. Suddenly, the energy kicks back in, the night goes longer, and the laughs don't stop. Because Pepsi brings out more flavor, more fun, and more of the moment. Food deserves Pepsi. Grab a Pepsi Zero Sugar today. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur l'ADAC Cyclassics, plus connu anciennement sous le nom de Cyclassics Hambourg, la classique allemande, la deuxième classique allemande après Eschborn Francfort. Celle-ci elle est encore un petit peu plus prestigieuse, c'est la 29e édition aujourd'hui. Une classique qui, si on regarde le palmarès, correspond plutôt aux sprinteurs, des anciens vainqueurs récents. On a Arnaud Démare, John Degenkolb, Alexander Kristoff, André Greipel, Caleb Ewan, Elia Viviani à 3 reprises ou encore Mats Pedersen en 2023 et Olaf Koy en 2024. Mais, on a Marco Haller qui s'y est imposé en 2022 et puis l'an dernier, on se rappelle, c'était peut-être la plus belle victoire sur une classique, celle de Rory Townsend, échappée matinale, qui avait résisté d'un rien jusqu'au bout, au retour du peloton, quelques secondes derrière, réglé par Arnaud Delis devant Paul Magnier. Donc c'est possible de surprendre les sprinteurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques petites ascensions. Il y a en fait un enchaînement du Tafelberg 800 mètres à 4% et du Wasberg 700 mètres à 9,1%. C'est pas très long, mais voilà, c'est quand même assez pentu. Et cet enchaînement-là de ces deux ascensions, on va le faire à 5 reprises, dont la dernière fois à une douzaine de kilomètres de l'arrivée. Il y a en plus encore quelques petits faux plats par-ci par-là sur une course assez longue de 105 km. Et donc voilà, l'échappée parfois va au bout. Même si là, je vois la start list et il y a quand même beaucoup de sprinteurs. Il y a quand même énormément de sprinteurs. Alors Rory Townsend, il est là encore cette année. Il aura le dossard numéro 1. Mais il roule désormais pour l'Unibet Rose Rockets alors que c'était sous les couleurs de la Pinarello qu'il s'était imposé l'an passé. Et dans cette équipe, on comptera plutôt sur Dylan Groenewegen. Mais c'est loin d'être le seul sprinter. Il y a vraiment un très très bel effectif de sprinters. On a Arnaud Delis, donc deuxième l'an passé pour la Lotto. Paul Magnier, troisième l'an dernier, est aussi là pour la Soudal Quick Step. On a aussi Lorenz Pitti, Danny Van Poppel, Arne Maritz pour la Red Bull Bora Hansgrohe, Matteo Trentin, Luca Mozzato pour la Tudor. Jonathan Milan est là pour la Lidl Trek, en pleine forme Jonathan Milan, donc attention à lui, c'est probablement le grand favori du jour. On a Binyam Guillermay pour la NSN, Mac Tennysen et Aaron Gates pour l'Astana, Axel Lawrence et Samuel Watson pour la Net Company Ineos, Soren Verheugen sera là pour l'Uno-X, Caden Groves, Jensen Ploride, Henry Hulig pour l'Alpecin Première Tech, Olaf Koy, ancien vainqueur, sera là pour la Decathlon. On a Phil Barros et Nikas Arndt pour la Bahrain Victorieuse, Milan Fretin pour la Cofidis, Noah Hobbs, Luc Lamperti, Madis Mikkels pour l'IF Education Easy Post, Sam Bennett pour la Pinarello Q365, Paul Penouet pour la Groupama FDJ, Louis Allard pour la Movistar ou encore John Degenkolb, ancien vainqueur, tout comme Pavel Bittner pour la Team Picnic PostNL. Donc voilà, il y a vraiment énormément de sprinteurs et au milieu de ça, quelques punchers grimpeurs qui voudront faire la différence dans la petite ascension et notamment Isaac Del Toro. Voilà, il est là, Del Toro pour la Team Emirates, avec en plus Benoît Cosnefroy ou Antonio Morgado. Ils n'ont pas amené Juan Sebastian Molano, donc la Team Emirates sera une équipe intéressante à suivre qui va probablement vouloir faire exploser la course dans les petites ascensions. On a aussi la Ismail The Bike qui n'a pas vraiment de sprinter et qui comptera sur un Louis Barré qui lui aussi était en grande forme sur le récent Tour de Pologne. La Jayco Alula aussi est venue avec plutôt un leader puncher en la personne de Michael Matthews. Voilà les trois équipes, les trois coureurs qui voudront faire en sorte que ça ne se termine pas au sprint. Et puis on surveillera quand même l'échappée matinale parce qu'on se rappelle qu'elle est allée au bout l'an dernier. Donc aujourd'hui les équipes vont être très méfiantes et vont probablement faire en sorte de leur laisser
peu d'avance, mais il y a tellement d'équipes qui ont un sprinter au sein de leur effectif que ça va être très compliqué là cette année pour des échappés d'aller au bout quand même. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti le kilomètre zéro. Quels seront les motivés pour aller à l'avant? On va très vite savoir ça. Quand même, il doit y avoir des coureurs qui sont inspirés par la victoire de Townsend de l'an passé. Par contre, c'est plat. Dans ce début d'étape, c'est plat dans les 85 premiers kilomètres. Et c'est seulement là qu'on fera la première double ascension, et notamment la plus dure. Celle du Wasberg, c'est celle-ci qui sera décisive. Ensuite, on passera une première fois sur la ligne après 100 km. Puis on fera cet enchaînement à 2 reprises entre les kilomètres 125 et 140. On passera une deuxième fois sur la ligne d'arrivée. Et on refera de nouveau ce double enchaînement entre les kilomètres 175 et 190 avant d'arriver une troisième et dernière fois sur la ligne d'arrivée. Allez, les premiers coureurs qui ont attaqué, qui ont pris un petit peu d'avance, un groupe de 6 coureurs là, avec Jonas Rutsch, l'Allemand de la Lotto Intermarché. On a Benjamin Thomas pour la Cofidis, Dries de Potter pour la Jayco Alula, 2 coureurs de la Visma Lease Bike avec Niklas Behrens et Loé Van Belle. Et puis Philippe Maciejczuk pour la Movistar. Ces 6 coureurs qui ont une trentaine de secondes d'avance sur le peloton. Logiquement, des coureurs de la Visma Lease Bike, c'est Filippo Fiorelli, leur sprinter du côté de la Visma. Donc c'est quand même pas lui qui va battre Milan et compagnie. La Jayco aussi à l'avant, parce qu'on compte sur Michael Matthews, qui a besoin d'être dans un petit groupe réduit pour s'imposer. Plus Maciejczuk, donc de la Movistar, Thomas de la Cofidis, Rutsch de la Lotto Intermarché. L'écart qui est déjà en train de grandir. Et on pourrait là, après une dizaine de kilomètres, avoir notre échappée du jour. Ils espèrent un destin à la Rory Townsend, les coureurs à l'avant. Et pour l'instant, ils ont réussi à bien creuser l'écart qui est au-dessus des 4 minutes désormais. On est à 150 km de l'arrivée. Et derrière, les équipes de sprinteurs, bien sûr, qui commencent à rouler, notamment la Decathlon d'Olaf Koy, la Lidl Trek de Jonathan Milan, la Soudal Quick-Step de Paul Magnier. On va maintenir peut-être cet écart au-dessus des 4 minutes. Là, c'est déjà pas mal, 4 minutes pour 6 bons coureurs à l'avant. Avec en plus voilà, des petits reliefs quand même qui vont finir par arriver. Je suis presque étonné qu'on leur laisse autant d'avance à ces échappés au vu de ce qui s'est passé l'an passé et puis au vu de d'habitude sur les étapes qui se terminent au sprint, les sprinteurs ils laissent 2 minutes maximum aux échappés même s'ils sont que 3. Là ils sont 6, on leur donne 4 minutes. On n'est pas aussi méfiant que je le pensais de nos coureurs à l'avant là. 2 Allemands avec Jonas Rutsch et Niklas Behrens, un Français avec Benjamin Thomas, un Belge avec Dries de Potter, un Hollandais avec Loé Van Belle et un Polonais avec Philippe Maciejczuk. Allez, il y a un accrochage là dans le peloton alors que la course est pourtant assez tranquille pour l'instant. 6 hommes à l'avant, un peloton qui poursuit, qui maintient cet écart autour de 4 minutes 30. Et là on a 3 coureurs, notamment 2 coureurs de la Jayco Alula qui se sont accrochés avec Dries de Bont et avec Michael Matthews qui est là, qui est à terre ou qui a l'air de s'être fait mal. On a aussi un coureur de l'IF Education Easy Post avec l'Italien Mattia Agostinaccio. Michael Matthews, ça sent pas bon du tout. Lui qui n'a pas été épargné par les blessures récemment. Et là, ça sent encore, même s'il est debout, il boitille bien bas. Agostinaccio, lui, s'est pas relevé. Dries de Bont, lui, devrait pouvoir repartir. Mais le plan là de la Jayco avec Michael Matthews est pas bon. Bon, heureusement, ils ont Dries de Potter à l'avant dans l'échappée, qui devient limite la meilleure chance de victoire parce que pour Michael Matthews, ça devrait être l'abandon là. 116 km de l'arrivée, on arrive pour la première fois dans cette ascension du Wasberg. On a passé celle avant, mais c'est vraiment anecdotique. L'ascension du Tafelberg ne fera pas de différence. Par contre, celle-ci, elle est dure, les échappées qui l'attaquent, et en effet, c'est très pentu. Et puis aussi, il y a du monde, évidemment. On va passer 5 fois ici, donc c'est vraiment le bon endroit pour voir les coureurs. Les 6 hommes de tête ont 4 minutes et 10 secondes d'avance sur le peloton, où Michael Matthews a donc abandonné, tout comme Mattia Agostinaccio. Leurs vélos qui se sont tout simplement accrochés alors qu'ils étaient dans le peloton. Et c'est l'abandon. Dries de Bont, lui, a pu repartir. Et derrière le peloton mené là par des coureurs de la Soudal, on voit aussi des coureurs de la Tudor rouler, des coureurs de l'IF aussi. Et aussi, alors là, c'est le premier passage, donc c'est pas très important pour les sprinteurs encore d'être vraiment bien placés. Même si on voit déjà Milan en 10e position de ce peloton. Bien sûr, quand on arrivera au 4e et 5e passage, la lutte pour être bien placé au pied de ces difficultés sera intense, d'autant plus que c'est une route assez étroite.
Pour l'instant, ce premier passage servira à tout le monde à jauger la difficulté de cette ascension. Qu'est-ce qui se passe pour Del Toro là qui est tombé à la chute d'Isaac Del Toro? Bon, ça a l'air quand même d'aller, mais on voit qu'il a une musette là sur le côté. Il a dû se prendre encore peut-être la musette dans la roue. Ça a l'air d'aller, il n'est pas reparti encore. Il n'a pas l'air très inquiet. Il demande même à ce qu'on lui repasse sa musette, un bidon. J'ai pas l'impression qu'il a l'air de s'être fait très mal sur ce coup, mais quand même il est tombé là, Isaac Del Toro. Il va devoir repartir, rentrer tout seul sur le peloton. Mais bon, ça n'a pas l'air très grave, mais il a goûté au goudron là, Del Toro. Celui qui pourrait dynamiter la course, très certainement celui qui pourrait empêcher que ça se termine au sprint, parce que ce petit mur à 9% quand même, sur 700 mètres, évidemment, Del Toro va énormément plus vite que Milan. Mais avec déjà l'abandon de Michael Matthews, si en plus Del Toro était en difficulté, ça serait tout bon pour les sprinteurs. Mais non, il est reparti Del Toro et ça a l'air d'aller. On a passé la mi-course, on est à 100 km de l'arrivée. Et les 6 hommes de tête qui vont passer pour la première fois sur la ligne d'arrivée. Premier des 3 passages. Ils ont toujours près de 4 minutes d'avance, un petit peu diminué. 3 minutes 40 exactement. On va pouvoir faire un focus sur l'un d'entre eux. Alors pas beaucoup de victoires, hein. Aucune pour Van Belle, pour Behrens ou pour Jonas Ruch. Une pour Dries de Potter. C'était une étape sur le Tour de Kyushu au Japon l'an dernier. 3 pour Filip Maziejczuk. 2 fois le titre de champion de Pologne du contre-la-montre. Et puis une étape du, oula, attention, je me le tente, le Szlakiem Walk Majora Ubala. Une course par étape polonaise assez anonyme, disons. Donc finalement, celui qui a le plus beau palmarès et de loin, c'est Benjamin Thomas, le français de la Cofidis, qui lui compte 10 victoires en carrière, dont une au niveau World Tour. Et c'est sa dernière, c'est la plus belle. C'était sur le Giro en 2024. Il avait remporté la 5e étape grâce à une échappée qui était allée au bout. Il avait devancé Michael Valgren et Andrea Pietrobon au sprint. Le peloton est terminé une dizaine de secondes derrière, réglé par Jonathan Milan. Il aimerait évidemment faire exactement le même coup aujourd'hui. Il y a un petit peu d'espoir, puisque voilà, l'écart est important. Et puis il y a des très bons rouleurs avec lui, hein. Benjamin Thomas, Jonas Ruch, Filip Maziejczuk notamment. Mais les 2 coureurs de la Visma, Dries de Potter aussi, on n'a plutôt que des machines à rouler. Benjamin Thomas, ses autres victoires, ils ont été essentiellement en France, sur l'étoile de Bessèges, sur les boucles de la Mayenne, les 4 jours de Dunkerque. Il est aussi double champion de France du chrono. Le coureur de 30 ans, qui est devenu professionnel véritablement en 2018 en rejoignant la Groupama FDJ en provenance de l'équipe cycliste Armée de Terre qui évolue en 3e division au Continental. Il est resté 4 ans à la Groupama avant 2022 de rejoindre la Cofidis, donc où il est toujours, malgré la relégation de l'équipe au niveau Pro Tour cette année. Il a participé 3 fois au Tour de France, 2 fois au Giro et 2 fois à la Vuelta. Une victoire donc d'étape sur le Giro. 7e sur une étape du Tour de France et 7e sur une étape de la Vuelta. C'est ses meilleurs résultats sur les autres grands tours. Et puis on l'a vu 3 fois sur le Tour de Lombardie, 3 fois sur Milan-San Remo et 1 fois sur Paris-Roubaix. Mais c'est des courses un petit peu trop dures pour lui. 55e de Milan-San Remo comme meilleur résultat pour Benjamin Thomas, qui cette saison était sur Paris-Nice, était sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, était sur le Tour de France. Mais pas grand-chose à se mettre sur la dent, hein. Pour Benjamin Thomas, 6e d'une étape sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, quand l'échappée était allée au bout, remportée par Anton Tchermig. Sinon, très discret, hein. Sur le Tour de France, on l'a quasiment jamais vu. Il a terminé seulement 2 fois dans les 50 premiers d'une étape sur le Tour de France. Donc voilà, il espère faire un petit peu mieux aujourd'hui. Au moins, il est à l'avant, parce qu'on l'a très peu vu aussi sur les échappées pour l'instant cette saison. Et sincèrement, il y a de l'espoir quand même, hein, parce que voilà, près de 4 minutes d'avance. Des bons coureurs à l'avant pour l'aider, pour l'épauler dans cette échappée. Plus des petites difficultés qui vont empêcher les équipes de sprinteurs d'aller à fond dans ces passages. Il y a moyen de refaire ce que Rory Townsend a fait l'an passé, même si bien sûr ça reste la grosse cote, d'autant plus avec un Del Toro notamment au sein du peloton qui lui se gênera pas pour aller le plus vite possible dans les ascensions. Malgré tout, l'espoir est un petit peu permis pour Benjamin Thomas et pour ses collègues d'échappée. Le deuxième passage dans la montée, et là c'est pas du tout pareil. Dans le peloton, avec Benoît Cosnefroy qui se met en tête et c'est quasiment une attaque là pour Benoît Cosnefroy. Il a un coureur de la Net Company Neos qui aimerait bien durcir la course, parce que pour Axel Laurence, ça devrait passer cette ascension. Mais là, on veut mettre les sprinteurs en difficulté, hein. On roule très fort pour Cosnefroy. C'est pas pour rattraper les coureurs de devant, même si l'écart a bien diminué, plus que 2 minutes et 7 secondes. On est monté à fond et voilà, Cosnefroy, il a fini l'ascension. Il se relaie, il regarde un petit peu les dégâts. Le but,
c'est de fatiguer Milan et compagnie. Et là, il a fait du vrai bon boulot. Un coureur de la Visma qui revient sur lui. Les coureurs sont un petit peu éparpillés. Elle est vraiment dure cette ascension. Au début de cette course, j'étais quasi certain qu'il y aurait un sprint massif. Mais là, 75 km de l'arrivée, quand je vois à quel point Cosnefroy a mis tout le monde en difficulté, il y a 3 coureurs qui sont finalement avec lui, qui vont peut-être former une échappée secondaire. Je me dis que ça sera compliqué quand même pour de nombreux sprinteurs finalement d'être là dans le final. Il n'y a que 10 km là entre les deux ascensions du Wasberg. On y retourne de nouveau. Et Benoît Cosnefroy est toujours dans ce groupe de contre, en compagnie de Brandon Rivera pour la Net Company Ineos, Tim Rex pour la Visma Is The Bike et Brent Ventmoor pour la Pinarello Q36.5, mais ils n'ont pas vraiment creusé. Ils n'ont qu'une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton qui est juste derrière eux. Et ils ont 1 minute 30 de retard sur les 6 échappés qui voient leur écart continuer de fondre. Et ces échappés qui sont déjà quasiment au sommet de cette difficulté. Elle est courte, elle fait que 700 mètres. Mais voilà, elle est presque à 10% de moyenne. Et après le passage de celle-ci, on aura plus d'une trentaine de kilomètres de nouveau relativement plat avant une nouvelle fois d'enchaîner ces 2 ascensions avec en plus également le double passage sur l'ascension précédente. Mais à 4%, on peut plus parler de 2 faux plats. Les écarts qui diminuent, mais bon là, on s'efforce dans le peloton, on roule très fort. On a la Decathlon, la Lidl Trek qui roule. Et Olaf Koch, Jonathan Milan et compagnie, ils vont forcément finir par souffrir de ce rythme infernal dans ce mur, c'est un véritable mur. Et d'ailleurs là, on a un petit groupe qui est en train de se former à l'avant, une vingtaine de coureurs qui rejoignent le groupe Benoît Cosnefroy, Tim Rex. Là, on voit à l'arrière Dylan Groenewegen bien loin. Ça sera trop dur pour ce type de profil en fait. On comptera peut-être plus sur Lukáš Kubík du côté de l'Unibet, qui lui, s'est un peu mieux passé les bosses. Mais il y a vraiment des cassures de partout dans ce peloton. Et on est encore bien loin de l'arrivée, 63 km. Ils sont encore devant au moment de passer une deuxième fois sur la ligne d'arrivée. Les 6 hommes de tête, Jonas Ruch, Benjamin Thomas, Dries de Potter, Niklas Behrens, Louis Van Bell et Philippe Maciejczuk. Mais probablement qu'ils ne seront plus devant au moment de passer une 3e fois. Et donc à l'arrivée finale, car l'écart n'est quand même plus très grand avec le peloton. Ils ont 1 minute et 40 secondes d'avance sur le peloton, mais on a 2 coureurs intercalés. Le peloton qui s'est regroupé, maintenant qu'on est dans cette partie plutôt plate. On a 2 coureurs qui ont insisté, c'est les 2 Vermeersch, Gianni Vermeersch de la Red Bull Bora-Hansgrohe et Florian Vermeersch de la Team Emirates. Alors ils ne sont pas du tout frères ni liés en quoi que ce soit, ils juste s'appellent tous les 2 Vermeersch, ils ont le même nom de famille. Les 2 Belges qui eux sont une vingtaine de secondes devant le peloton. Un peloton donc de nouveau groupé, ou même Dylan Groenewegen est de retour. Le groupe Benoît Cosnefroy est rentré dans le rang, mais dans une quinzaine de kilomètres, on retournera dans ce Wasberg. Et là, les écarts qui se feront devraient être beaucoup plus difficiles ensuite à combler parce qu'on sera beaucoup plus proche de l'arrivée, évidemment. La minute d'avance seulement au moment d'attaquer pour la 4e fois l'ascension du Wasberg. Pour les échappés, ils sont plus que 5 parce que Dries de Potter a lâché prise. Il a été repris par le peloton. Et là, on a Benjamin Thomas qui accélère au moment d'arriver au sommet. On veut garder seulement les meilleurs éléments. Il n'y a que Jonas Ruch qui peut le suivre. Le peloton derrière, lui aussi, est déjà dans cette ascension menée par les coureurs de la Bahrain Victorieuse, notamment par Matej Mohoric. Bon là, c'est clairement pas pour Phil Bauhaus, parce que pour Phil Bauhaus, évidemment, c'est très compliqué ce genre d'ascension. Il faudra mieux aller mollo pour lui. Mais c'est vraiment la Bahrain qui durcit le rythme, mais un petit peu moins que l'avait fait Benoît Cosnefroy. Bon, je dis ça, il y a quand même des petites cassures un peu partout. Malgré tout, c'est pas vraiment une attaque. Le peloton qui est quand même toujours plus ou moins complet, alors que ça y est, ils sont déjà aussi quasiment au sommet. Après, voilà, entre la tête du peloton et celui qui ferme la marche, il y a au moins 30 secondes quasiment. Donc forcément, ensuite, il faut faire des efforts pour remonter. Mais voilà, on calme un petit peu le jeu. Du côté de l'Unibet, de la Soudal Quick-Step, des équipiers de sprinteurs qui sont là, qui aimeraient bien que ça ralentisse. Même s'il y a bien sûr des coureurs qui, eux, au contraire, veulent profiter de ce moment pour tenter de partir en contre. On a un coureur de l'Uno-X là qui tente de sortir. Jonas Abrahamsen, évidemment. C'est typiquement son genre de move, mais il est plutôt bien poursuivi. Et le peloton, bien que très étiré, semble encore complet. Bon, il ne restera plus qu'une seule ascension. Elle aura lieu dans une dizaine de kilomètres pour tenter de s'isoler, ou tout au moins de créer un petit groupe et éviter un sprint massif. Et attention, là, il y a une chute là pour Binyam Girmay ainsi qu'un coureur de l'Uno-X. Alors qu'on est dans la descente, c'est vraiment pas le bon moment. Binyam Girmay qui attend un vélo de rechange. Ouh, attention, là, il y a la voiture qui s'est arrêtée en plein milieu. Ouh, il y a un coureur de la Team Emirates qui est pas du tout content, qui a dû freiner, passer sur le trottoir. Il tape sur la voiture neutre, là, la voiture Skoda, pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais là ?»
Un peloton évidemment marqué par la mort toute récente du jeune Finlay Tarling sur le Tour du Portugal, le frère de Joshua Tarling, qui courait pour l'équipe NSN Development Team. Et là, c'est un coureur de la NSN, c'est Binyam Girmay qui, ça y est, repart. Par contre, pour le coureur de l'Uno X, est-ce que ce ne serait pas Veren Scholl qui lui reste à terre? C'était vraiment le mauvais moment pour cette chute. Ça sera compliqué de revenir parce que le rythme ne va pas ralentir, évidemment, d'ici la fin. 16 km de l'arrivée. On a encore 4 coureurs à l'avant avec Benjamin Thomas, Jonas Ruch. On a aussi les 2 coureurs de la Visma Lease the Bike, mais leur temps est compté parce que s'ils se retournent, ils peuvent voir le peloton juste derrière, une quinzaine de secondes. Et dans ce peloton, attention, il est mené par la Team Emirates. Isaac Del Toro est en 3e position. Il va attaquer, c'est certain, Isaac Del Toro. Et qui sera capable de le suivre? Ça sera la grande question. D'ailleurs, ça y est, il attaque la Del Toro. Ouais, il est parti, Isaac Del Toro, qui accélère dans les pourcentages les plus durs. Alors que l'échappée, c'est magnifique, ils donnent tout ce qu'ils ont. Jonas Ruch et Benjamin Thomas qui sont clairement les 2 plus forts, qui se sont débarrassés des 2 frelons de la Visma. Et pour l'instant, beaucoup de coureurs qui parviennent à suivre. La roue du Mexicain, forcément, tout le monde savait qu'il allait attaquer, donc tout le monde était vigilant. Mais c'est pas forcément les sprinteurs quand même qui sont capables de le suivre. En tout cas, c'est le sommet pour Jonas Ruch et pour Benjamin Thomas. Ils sont toujours en tête, mais ils ont seulement 2-3 secondes d'avance sur Del Toro. Il n'a pas fait une très grande différence. Peut-être aussi un petit peu encore touché par sa chute de tout à l'heure. Ça va être suffisant en tout cas pour revenir sur Benjamin Thomas et Jonas Ruch et sur l'échappée qui ne nous feront pas une Rory Townsend. Et là, tout le monde se retourne un petit peu. On voit les coureurs de la Cofidis qui se retournent. Ils se demandent, il est où Milan Fretin? Et c'est un peu pareil pour toutes les équipes. Où est mon sprinter? Pour l'instant, un peloton très étendu. Des petites cassures un peu partout. Mais il reste 15 km plutôt de plat. On va peut-être bien l'avoir, notre sprint massif. Il manque du monde quand même dans ce groupe de tête, dans ce peloton de tête. On voit un groupe avec Jonathan Milan et Olaf Koy qui est derrière. Ils sont distancés pour l'instant, ils sont pas loin, vingtaine de secondes derrière, mais bien sûr ça roule fort devant. On voit Paul Magnier qui a beaucoup d'équipiers, même si c'est pas trop la Soudal Quick Step qui roule. On a la Cofidis qui fait une très belle course qui roule, ça doit vouloir dire que Milan Fretin est devant. L'Uno X qui roule aussi, donc peut-être que Soren Vrejkod est là et c'était pas lui qui est tombé tout à l'heure. On est à 9 km de l'arrivée. Et le peloton, ouais, c'est un petit peloton, 60 coureurs là qui ont finalement réussi à passer et à suivre l'attaque de Del Toro. On a pas mal de monde pour la Net Company Neos. Axel Laurence doit aussi être dans le coup. Je vois 3 coureurs de l'IF, donc il y a forcément un de leurs sprinteurs qui est là. Pour la Movistar, il me semble que Arlois Allard aussi est là, coureur intéressant. Mais j'ai l'impression que le groupe Olaf Koy, Jonathan Milan, petit à petit, est en train de revenir. Mais il ne reste plus beaucoup de temps pour boucher le petit trou. 5 km de l'arrivée. On a la Visma Lease the Bike aussi qui est très bien représentée. J'ai l'impression que toute l'équipe est là dans ce premier groupe de tête. Alors voilà, peut-être que Filippo Fiorelli quand même va faire le sprint. On a aussi le jeune Pietro Matteo. On a Arnaud Delis qui est aussi à l'avant pour la Lotto. Même si c'est Paul Magnier qui est là et qui a aussi de nombreux équipiers qui désormais se posent comme le favori parce que pour l'instant l'écart qui est maintenu à une quinzaine de secondes d'avance sur le groupe Olaf Koy et Jonathan Milan. Même s'ils arrivent à recoller, ensuite il faudra remonter tout le monde. Ils n'auront plus vraiment d'équipiers parce que là les équipiers s'épuisent pour tenter de boucher le trou. Ça ne sera pas pour eux. Ça sera ni pour Koy ni pour Milan. Ils ont beau être pas très loin. On est trop près de l'arrivée. Les coureurs de la Soudal Quick Step qui se sont mis aussi évidemment à rouler fort. On voit Lukáš Kubík qui est là pour l'Unibet Rose Rockets. Ça sera la carte parce que je pense pas que Groenewegen lui soit dans la tête de course. 2 coureurs pour la Groupama FDJ. Peut-être que Paul Penhoet a réussi à passer. Ou Clément Russo. 2 coureurs pour la Tudor, peut-être pour Luca Mozzato. Quelques coureurs aussi pour l'XDX Astana Team. Certainement que Aaron Gate est encore dans le coup. Ou Mac Tennyson aussi qui est là pour l'Astana. On a passé la banderole des 3 km. Ils reviendront pas. Koy et Milan, c'est certain. Là, sous le quick step aux avant-postes avec 3 coureurs. Attention, Paul Magnier est déjà en 3e position. C'est un peu tôt là pour user ses 2 derniers équipiers. 2 coureurs de la Baran Victorious sont pas loin derrière. Est-ce que c'est Phil Bauhaus qui est encore là ou Nikias Arndt? Ça serait beau si Bauhaus était là. L'Allemand, bien sûr, à domicile, il sera motivé. 3 coureurs de l'IF qui remontent. Et des coureurs de l'Alpecin. Tiens, on n'avait pas vu non plus l'Alpecin Première Tech. Caden Groves, est-ce qu'il est encore là? C'est possible, c'est plutôt quelqu'un qui sait grimper, Caden Groves. Attention à lui. Oh là, dans un virage, tous les trains qui se sont mélangés d'un seul coup. On est à 1 km 700 de l'arrivée. C'est d'un seul coup un coureur de l'IF qui est en tête de ce peloton, qui roule le plus vite possible. Oula, attention, il y a une chute à l'arrière là pour Fred Wright de la Pinarello. Oh, il s'est fait mal. Oh, c'est la clavicule là probablement pour Fred Wright. Il a l'air d'être tombé tout seul. Il a peut-être accroché une barrière là sur le côté. À la vitesse à laquelle ils allaient, ça a dû faire très très mal.
Allez, pour la Red Bull Boransgro à l'avant. On a aussi la Red Bull Boransgro avec Laurens Pitty et Van Poppel. Il y en a des sprinteurs. Il manque Coy et Milan, certes. Mais sinon, ils sont nombreux à être là. Attention, allez, la flamme rouge. Paul Magnier, il est en 2e position. C'est bien trop tôt. Il n'a plus qu'un équipier devant lui. Łukasz Kubis en 4e position. Coureur de la Visma, Fiorelli probablement, qui est intercalé entre les deux. De coureurs pour l'Astana. Le duo Van Poppel, Laurens Pitty. Les coureurs de l'Alpecin Première Tech ont eux bien reculé. Oh là, le travail de Jasper Stuyven là pour Paul Magnier. Bon, il n'en peut plus. Paul Magnier va devoir prendre la roue de quelqu'un d'autre. Et c'est le duo de la Red Bull Boransgro avec Danny Van Poppel qui lance. Laurens Pitty dans sa roue. Paul Magnier dans la roue de Laurens Pitty. Et c'est parti pour le sprint, Laurens Pitty qui lance, Paul Magnier qui immédiatement le déboîte. Paul Magnier pour l'instant en tête avec Laurens Pitty dans sa roue, Paul Penouet derrière, le coureur de l'Astana aussi, mais ça sera jusqu'au bout pour Paul Magnier qui va aller s'imposer la victoire assez facile du coureur de la Soudal Quick Step. Le Français qui s'impose sur cette ADAC Cyclassics d'Hambourg. Il avait le plus d'équipiers dans le final. Il était a priori le meilleur des sprinteurs restants. Il a parfaitement joué le coup. Même s'il avait plus d'équipiers dans les 500 derniers mètres, Jasper Stuyven n'avait plus rien pour le mener. Hop, il s'est mis dans le train de la Red Bull Boransgro. Et Laurens Pitty l'a déposé facilement. Et ensuite, plus personne n'a pu revenir. Là, on revoit le moment où Paul Magnier lance son effort. C'est le coureur de l'XDI Astana Team qui est le premier dans sa roue, mais qui ne pourra jamais le dépasser. C'est Mac Tennyson là qui va quand même prendre une belle 2e place. Laurens Pitty doit prendre la 3e place. Paul Penouet pour la groupe AMFDJ, si c'est bien lui là qui fait 4e. Et les autres encore plus loin, Milan Fretin, Verenskold, Arnaud Delis qui doit peut-être faire un top 10 maximum. Il était complètement bloqué, Łukasz Kubis encore plus loin. Et Paul Magnier qui peut sourire après avoir été frustré par Jonathan Milan sur le Tour de Pologne. Il n'avait pas remporté la moindre étape, à chaque fois battu par l'Italien. Cette fois-ci, il a profité du fait que l'Italien n'était pas là dans l'emballage final pour aller chercher la victoire et retrouver le sourire. Nouvelle victoire au niveau World Tour pour le jeune Paul Magnier. Il a déjà gagné pas mal de courses au niveau World Tour, mais c'était à chaque fois des victoires d'étape sur des courses par étapes, comme sur le Tour de Pologne, le Tour du Guangxi évidemment l'an passé, où il avait remporté 5 étapes sur 6, ou le Giro cette année. Mais c'est sa première victoire sur une classique d'un jour au niveau World Tour pour Paul Magnier qui remporte donc cette classique allemande. Et c'est déjà quand même la 31e victoire de sa carrière alors qu'il n'a que 22 ans. On l'a toujours pas vu sur le Tour de France. Est-ce qu'on aura le droit de le voir l'an prochain? Parce qu'il a beau être très fort, c'est pas le sprinter numéro 1 dans son équipe. Il est numéro 2 derrière Tim Merlier. Mais probablement que cette dynamique va très bientôt s'inverser parce que Tim Merlier, bien sûr, il commence à approcher de la fin même s'il est toujours très fort. Paul Magnier, lui aussi, a désormais un sacré niveau. Et aujourd'hui, il a mis un vélo à tout le monde. Mike Tennyson, qui était dans sa roue, n'a jamais pu gagner le moindre centimètre. Il est resté dans l'aspiration du Français sans jamais pouvoir le déborder, mais il prend quand même une 2e place assez inattendue. Lui qui est plutôt habitué à un rôle de lanceur que de leader. Laurens Pitty, lui, il a été bien lancé par son équipier, mais il a été débordé facilement par Paul Magnier pour la 3e place. Belle 4e place pour Paul Penouet pour la Groupama FDJ. Même s'il passe encore à côté d'une vraie première belle victoire dans sa carrière, ça reste une place d'honneur satisfaisante. La 5e place est pour l'Allemand Henry Hullig qui a fait le sprint pour l'Alpecin Première Tech. C'était pas Caden Groves, c'était Henry Hullig qui était là. Milan Fretin prend la 6e place. Noah Hobbs pour l'IF Education Easy Post termine 7e devant Soren Verenskold de l'UNOX. Et puis Hub Hartz et Arnaud Delis pour la Lotto Intermarché font 9 et 10e. Suivent Axel Laurence, Luca Mozzato. Alors Louis Solar termine 14e. Filippo Fiorelli 15e juste devant Łukasz Kubis. Un groupe d'une 50aine de coureurs qui ont terminé ensemble. Et puis le groupe avec Jonathan Milan termine à 1 minute et 3 secondes. Une fois qu'ils ont compris que c'était fini, ils se sont relevés dans les derniers kilomètres. Groupe où on retrouvait donc aussi Olaf Koy, quelques autres sprinteurs comme l'ancien vainqueur John Degelkob ou Clément Rousseau. William Girmay, qui est tombé dans le final, n'a pas pu disputer ce sprint. Il était encore plus loin dans un groupe à 2 minutes 38 en compagnie de Dylan Groenewegen. Caden Groves, pas dans un grand jour. Caden Groves, il termine plus loin encore dans un groupe à 4 minutes 17 avec des coureurs comme Pavel Bittner ou Matteo Trentin. Et puis encore plus loin, à 7 minutes, un groupe avec Davide Ballerini, avec Madis Mikkels. Des petits sprinteurs, mais qui ont été rapidement lâchés dans cette ascension du Vasberg. Il n'y avait pas grand-chose au sommet. Il y avait quelques mètres entre le premier groupe et le deuxième. Ça fait ensuite des gros écarts à la fin. Le dernier du jour,
C'est l'échappé Dries de Potter. Il a quand même réussi à terminer tout seul le cours de la Jayco à 14 minutes et 49 secondes, 135e. Et puis on a eu une vingtaine d'abandons, notamment Michael Matthews, mais aussi un coureur comme Phil Bauhaus. Voilà, ça m'étonnait qu'il soit là dans le final. Phil Bauhaus, qui n'est bon que sur le plat. Niklas Markel de la Picnic Postenel également a abandonné. Et quelques autres sur cette ADAC Cyclassic remportée donc par Paul Magnier. La première victoire donc sur une Classic World Tour de sa carrière. Prochain rendez-vous pour Paul Magnier, ça sera toujours en Allemagne. Ça sera le Tour d'Allemagne. Mais ça ne sera pas sur 100% cyclisme parce que bien sûr, nous on va suivre la course du level au-dessus, la course World Tour, le Renewi Tour, le Tour des Belgiques et des Pays-Bas et du Luxembourg qui commencera la semaine prochaine et qui s'enchaînera, qui se chevauchera même avec ensuite la Vuelta que l'on attend beaucoup. Même en plein été, même sous la canicule, 100% cyclisme est là pour vous offrir et vous commenter toutes ces courses. Salut à tous, salut à toutes.